Bonjour et bienvenue sur le plateau de Provence Plus TV. Nous sommes ici en direct de la Villa Méditerranée. La Villa Méditerranée, c'est ce magnifique équipement dédié aux civilisations de la Méditerranée, à la culture, au développement économique ici en plein cœur de Marseille sur les quais de la Joliette. Et nous sommes en même temps dans deux événements au même moment, au cœur de la semaine économique de la Méditerranée et au cœur de cette semaine, eh bien aujourd'hui, jeudi 5 novembre, une journée complète consacrée au crowdfunding, c'est-à-dire à la collecte participative, c'est-à-dire au développement d'une forme d'épargne en faveur d'un certain nombre de projets dont on va parler. Nous avons ici 4 spécialistes que je vais vous présenter dans quelques instants, mais juste avant de commencer, pour bien resituer, eh bien, il faut parler de notre époque. Il faut parler d'aujourd'hui, une époque dans laquelle la forme de l'épargne change, le rapport aux banques aussi est en train d'évoluer, et puis tout un chacun se pose la question de savoir eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire évoluer sa planète, pour faire évoluer aussi son voisinage, pour faire évoluer les services qui sont autour de lui, nouveaux projets, nouveaux produits. Est-ce qu'on parle aux citoyens? Est-ce qu'on parle à l'investisseur avisé, même si les fonds ne sont pas toujours élevés au niveau du crowdfunding? Et puis également de savoir si le crowdfunding est efficace. Le crowdfunding, c'est en quelques chiffres, c'est plus de 100 millions d'euros de collecte cette année en France, 113 millions exactement, des chiffres importants, et plus de 750 000 personnes qui ont participé de près ou de loin, avec 5 euros ou avec beaucoup plus, à une collecte en matière de crowdfunding. Alors sur ce plateau également, ici derrière nous, les créations des étudiants de l'école de design ESDAC, Aix-en-Provence et Marseille, école d'art appliqué et école de graphisme, dont le travail a été, il y a quelques semaines, eh bien justement de singulariser, de simplifier, de logotyper, diraient les professionnels, le message de ce que peut être le crowdfunding. Je laisse à nos spectateurs et aux camarades Provence Plus, bien sûr, le soin de nous montrer ces travaux. Je vais vous présenter nos invités. D'abord Asma, bonjour, Asma Guedira, pour représenter WeShare. À côté de vous, Jean-Marc, je ne me relis plus, Nourel, merci Jean-Marc Dallois pour mon bouteille. À côté de vous également, Stéphanie Savel pour WeSid, merci. Et puis vous, Hervé Schrick, pour Massilia Mundi. Vous serez peut-être le local de l'étape. Vous nous direz pourquoi Massilia Mundi. Mais d'abord, honneur aux dames. Donc, Asma Guedira pour WeShare, c'est à vous de commencer. Alors, très brièvement, parce qu'on a peu de temps. WeShare, c'est quoi? Et spécifiquement, vous, qu'est-ce que vous faites dans WeShare et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, au cœur de ces rencontres méditerranéennes du crowdfunding? Oui, merci. Donc, je vais essayer d'être brève. Alors, WeShare est un collectif, une association fondée à Paris en 2012 qui vise à promouvoir une société plus collaborative. Donc c'est à la fois un think tank, donc on produit de la production intellectuelle, des études, des publications, etc. On incube des projets collaboratifs au sein de la communauté. On fait des formations et on donne des cours en ligne et hors ligne. Et puis on organise, on fédère une communauté à travers des événements, des festivals, des conférences, etc. Plus précisément, moi, donc, au sein de WeShare, je suis connector, c'est-à-dire on a à peu près 5000 membres dans le monde, dans une vingtaine de pays. Et certains de ces membres, 80 pour être précise, sont actifs, soit en animant une communauté locale, soit un projet. Donc moi, j'anime la communauté à Paris et aussi dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Une des raisons pour lesquelles je suis là. Allez, la parole à votre voisin. Jean-Marc, à vous. Donc, Jean-Marc Nourel, MangoPay. Exact. Même question. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors bonjour d'abord. Alors pour faire très simple, MangoPay c'est en fait une solution de paiement pour les marketplaces, donc les places de marché, mais également les plateformes de crowdfunding. On a aujourd'hui, en fait, on accompagne beaucoup de plateformes, plus de 140 aujourd'hui en Europe, plus de 140 plateformes de crowdfunding, que ce soit sur le don, que ce soit sur le prêt ou encore sur l'equity. Et on est donc un acteur aujourd'hui majeur de ce marché-là, en les accompagnant avec notre solution de paiement. Vous accompagnez les plateformes? Alors, la solution qu'on propose aujourd'hui en fait tient, on va dire,
en deux mots, si je puis dire. Il y a une partie légale, puisqu'on a franchi, entre guillemets, nos clients, donc les plateformes de crowdfunding, de ces aspects-là, puisque la signature d'un contrat avec nous leur permet en fait de devenir distributeur de monnaie électronique. Et puis de l'autre côté, on a toute une partie technique qui leur permet en fait de proposer à leurs utilisateurs d'accepter des paiements, d'encaisser pour le compte de tiers et de cantonner ces fonds en fait jusqu'à la fin du projet. Dans cette question de la confiance, de la sécurité financière, de la loi de 2014 sur le règlement des plafonds de collecte, etc. Voilà, exact. Et Et donc moi au sein de MangoPay, je suis donc responsable commercial, donc en charge de développer différents verticaux, dont les plateformes de crowdfunding. très bien, merci à vous Jean-Marc. Stéphanie Savel pour WICID. WICID, bonjour. WICID. Ça va venir. Avant la fin de l'émission, Oui, c'est bon, je vous pas de propose. problème. Bien, bonjour, merci de m'accueillir. Je suis donc Stéphanie Savel. J'ai le plaisir de présider WICID, qui est la plateforme pionnière en France et dans le monde d'equity crowdfunding. Et nous proposons depuis 2008 à des particuliers d'investir en capital dans des jeunes entreprises innovantes. Aujourd'hui, on regroupe une communauté de 55 000 membres partout en France et on a quelques investisseurs étrangers également qui ont soutenu plus de 84 projets pour un montant cumulé de plus de 32 millions d'euros. Donc on commence à avoir un petit poids qui pèse sur... En capital, c'est-à-dire, alors, c'est comme la bourse. En capital, c'est-à-dire qu'on propose à des particuliers de devenir actionnaires de jeunes entreprises innovantes et on propose également à ces particuliers de financer des projets immobiliers, donc de promoteurs immobiliers et toute dernière solution proposée aussi à nos investisseurs, de financer des sociétés coopératives qui sont des sociétés très dynamiques en France et assez méconnues. Oh là là, il va falloir qu'on mette de l'ordre là-dedans. Les coopératives sociales, solidaires, on parle de coopératives ici, là on parle d'organisation de réseau, puis on peut financer tout le monde aussi, il y a des spécificités. Allez, Hervé Chic, à vous. Je vais vous parler un peu de Marseille. Massilia Mundi. Massilia Mundi, c'est une association qui vise à soutenir le développement de Marseille et le développement d'une image positive à travers le monde en réunissant la diaspora marseillaise à travers le monde. Je suis plus particulièrement en charge du groupe finance de cette association dont je suis administrateur qui regroupe plus d'1 millier d'adhérents maintenant et qu'on espère voir se développer rapidement pour aider Marseille à se développer. Et dans le groupe finance, on s'intéresse tout particulièrement à l'innovation parce que Marseille est très accueillante pour l'innovation en général et on s'intéresse au continent africain qui est à une encablure ou presque et avec laquelle Marseille a une histoire longue qu'il est temps de résumer. Alors, coup double. Des gens de l'extérieur que vous fédérez pour venir investir à Marseille et des Marseillais que vous fédérez pour investir ailleurs, c'est ça? On veut que les Marseillais représentent une force économique significative, que ce soit les Marseillais qui sont à l'étranger, alors les Marseillais c'est au sens large, c'est Marseille-Provence, c'est la métropole, qu'ils soient en France ou à l'étranger, ils aiment Marseille, ils ont un intérêt à comprendre qu'à Marseille on peut faire des choses, on fait du bon business, on peut vivre agréablement, et donc nous voulons les aider et les encourager. Peut-être que la finance participative peut y contribuer, ou sans doute peut-elle y contribuer, sachant que je suis très convaincu que la finance participative va se développer fortement en France, en Europe et en Afrique. Alors, question pour vous, Stéphanie, justement, parce que vous êtes quand même au courant des modèles financiers, du rapport à la banque, de l'efficacité des plateformes. La vôtre est quand même une plateforme relativement importante aujourd'hui qui a pignon sur rue, qui cherche d'ailleurs à se redéployer, parce que j'ai appris au sud de la France, que j'ai rencontré Elodie Monté il y a déjà un certain temps. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? C'est un modèle qui est complémentaire, le crowdfunding, du modèle de la banque ou de la love money. C'est toujours l'épargne d'hyper-proximité, amis, famille, etc. Comment aujourd'hui vous verriez l'évolution du crowdfunding dans un projet général de financement? Alors le crowdfunding est un réel outil complémentaire de financement aux côtés des banques et d'autres investisseurs, des fonds d'investissement que Hervé connaît bien, des business angels ou du love money. Après, il faut distinguer les métiers. Dans le crowdfunding, il y a 3 grands métiers pour faire simple. Il y a le don, où on donne de l'argent à des projets de particuliers ou d'associations sans espoir ou sans attente de retour financier. Ensuite, il y a un autre métier qui est le prêt, où on peut prêter en tant que particulier à des particuliers ou à des entreprises. C'est un secteur qui se développe beaucoup en France. Et puis, l'investissement en capital, donc l'equity, ce créneau sur lequel est positionné WICID. Donc les deux
deux derniers métiers, donc le prêt et l'investissement en capital, sont réellement des outils complémentaires. Et aujourd'hui, chez WeSeed, on intervient très très fréquemment, quasiment systématiquement, en co-investissement avec d'autres investisseurs, avec des fonds d'investissement, avec des business angels, avec d'autres particuliers. Et l'investissement en fonds propres qui est rendu possible par notre activité permet bien souvent de déclencher un effet de levier bancaire et donc à des startups de trouver des financements complémentaires auprès de banques qui sont rassurées par le niveau de capitalisation atteint par ces jeunes entreprises. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer un aspect qui n'est pas lié au crowdfunding mais qui est lié à notre phase d'intervention en capital. On intervient sur des jeunes entreprises innovantes. Donc elles ont une double preuve à faire. D'abord, il faut qu'elles vivent. Test, justement. Voilà, c'est donc la question du test. On dit souvent que le crowdfunding, c'est aussi une manière de tester un produit, une idée, une innovation. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est vrai? C'est vrai, mais je voudrais lutter contre une idée reçue qui consiste à penser que le crowdfunding est bien pour des projets grand public, pour des projets B2C ou pour des projets ou des produits de grande consommation. C'est pas toujours le cas et c'est même pas systématiquement le cas. Chez WeSeed, on a essentiellement des projets très techno sur des secteurs comme les biotech et la santé ou le développement durable, la transition écologique, donc qui ne sont pas vraiment des produits qu'on va trouver en grande surface, voilà, donc des projets très techno, en général assez B2B, donc il faut lutter un peu contre cette idée reçue que ça concerne que des produits grand public. Cela dit, y compris pour ces innovations-là, techno sur ces marchés-là, c'est souvent une bonne façon de mesurer l'acceptabilité sociale d'une innovation qui va émerger dans des années futures. Je crois aussi que le crowdfunding répond à une attente forte chez les particuliers de transparence, de traçabilité et de proximité. Proximité, c'est-à-dire je choisis la destination de mon argent, je sais à quoi il va être utilisé, je peux en suivre l'utilisation, j'ai la trace et je peux donner du sens à mon épargne. Et c'est aussi la raison pour laquelle sur WeSeed, les projets qui ont le plus de succès vis-à-vis des investisseurs particuliers sont des projets qui sont dans ces secteurs-là, biotech, santé, parce que ça répond à des enjeux sociétaux importants, ou des projets dans la transition écologique ou énergétique. Là aussi, on répond à des vrais enjeux du XXIe siècle. Alors, on va passer la parole à Jean-Marc. Alors vous, qui avez une vision quand même un peu globale, Oui. avec MangoPay du système, je vais être un petit peu moins pour nos téléspectateurs optimiste que Stéphanie l'était. Quel est le niveau de protection aujourd'hui du donateur-investisseur dans une plateforme de crowdfunding? Autrement dit, la collecte n'a pas abouti, on prend mon argent, ou on me propose une redirection, ça va, très bien. Le projet aboutit, il se fait, on m'envoie ma compensation, une place de ceci, une casquette de cela. Sortons du gadget, allons vers les choses concrètes. Quelles sont les garanties aujourd'hui économiques données à l'investisseur collaborateur, on va dire, d'un projet de crowdfunding? Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses. Il y a, parce qu'on parle, là vous avez essentiellement pris un exemple sur le crowdfunding en reward, donc, comme on l'appelle, donc en don. Donc là, en effet, libre aux plateformes d'assurer les conditions générales, si je puis dire, et d'assurer en fait l'envoi de la contrepartie qui a été définie par le porteur de projet dans un premier temps. Nous, on intervient vraiment à un niveau purement monétaire, c'est-à-dire qu'on est là pour assurer le fait que les transactions qui se passent sur les différentes plateformes, que ce soit sur du don, du prêt ou de l'equity, que ces transactions soient garanties. Donc c'est-à-dire qu'un contributeur qui va venir et mettre de l'argent sur un projet, nous, notre technologie, la technologie qu'on propose, permet que cet argent en fait soit cantonné sur un compte bancaire pour qu'en cas de défaillance, que ce soit de la plateforme ou du porteur de projet, cet argent soit toujours garanti en fait pour le contributeur. De l'autre côté, pareil pour... Jusqu'à l'engagement. Jusqu'à l'engagement, tout à fait. Et de l'autre côté, pareil pour le porteur de projet. Le porteur de projet a également, lui, ce que l'on appelle en fait un e-wallet, qui n'est plus ni moins qu'un portefeuille de monnaie électronique virtuelle, sur lequel il collecte en fait l'argent des différents contributeurs. Et c'est à la plateforme de mettre en place en fait une automatisation, si je puis dire, pour faire en sorte que ce porteur de projet puisse récupérer l'argent seulement quand le projet arrive à son terme. Question très directe. À quand une notation, une cotation des plateformes, de leur efficacité, des ratios qu'elles peuvent générer, de l'ensemble des critères, RSE, rentabilité, fiabilité du projet final par rapport à l'engagement initial? D'accord.
Alors, notre vocation chez MangoPay n'est pas de contrôler ou de réguler ou de noter les plateformes. Nous, on est là vraiment pour offrir on est là vraiment pour offrir une solution de paiement. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il peut être à un moment donné intéressant d'avoir cet aspect de notation. On est déjà, pour le coup, en France, on est déjà quand même relativement bien avancé pour être optimiste. On a des associations comme FPF, au niveau européen comme ICN, qui sont là aussi pour... La France a une collecte en crowdfunding bien supérieure à celle de l'Allemagne. Les Français sont intéressés à ce mode très participatif. Tout à fait, oui. On parlera peut-être un petit peu après pourquoi avec l'aspect financier. Tout à fait. Et il faut savoir aussi qu'en matière de législation et de régulation, la France est aussi un pays avancé par rapport à d'autres pays d'Europe, en l'occurrence avec le Royaume-Uni, mais on est quand même aussi avancé là-dessus. Donc on a aujourd'hui des associations qui sont présentes sur le territoire, qui permettent d'avoir un peu plus d'informations pour le grand public, mais aussi qui ont participé en fait à l'élaboration de la législation, ni plus ni moins. Donc on est quand même pas mal avancé sur cette partie-là. À quand la notation ça faudra voir quel acteur se lancera là-dessus. Alors Asma, on dit que la finance participative, le crowdfunding, dans ce qu'il y a de plus spécifique encore, d'ailleurs que la finance participative, c'est quelque part un esprit de lutte contre la banque, les gens se disant c'est moi qui vais choisir mon épargne, c'est moi qui vais choisir ce que je vais faire avec mon argent. Et donc, effectivement, la promotion des mondes collaboratifs, on va dire, a commencé, pour partie, pas entièrement, mais par la finance participative, en tout cas dans son amorçage, dans son démarrage. Vous pensez que c'est un mouvement de fond aujourd'hui de dire à la finance, allez, on fait autrement, on fait différemment? Alors, c'est non seulement un mouvement de fond, mais qui touche non seulement la finance, mais tous les secteurs aujourd'hui de l'économie. C'est pour ça qu'on parle d'économie collaborative. C'est tout un tas de nouvelles formes d'organisation plus distribuées, plus horizontales, où les individus peuvent interagir directement entre eux, et qui touchent à la fois la finance, évidemment, et du coup, là, un levier fort, mais aussi la consommation. Consommer différemment, optimiser les ressources, favoriser l'accès sur la propriété. Il y a aussi tout ce qui concerne les formes de gouvernance participative. Et puis également la production, ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, la production distribuée. Voilà. De Rifkin. Exactement. Et donc, du coup, la révolution en fait, des changements de pratiques, de nos façons de consommer, de produire, d'échanger et de financer est aujourd'hui en marche. Et non seulement la France est assez avancée par rapport aux autres pays dans le monde, les États-Unis en premier lieu, mais c'est aussi un mouvement qui touche, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, le continent africain, notamment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, vous aujourd'hui, de ce que vous envoyez dans votre plateforme, qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui en tendance, mais là actuellement? Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est bouillonnant actuellement dans les coups de fil que vous recevez, vos sollicitations? Est-ce que vous observez aussi en tant que professionnel finalement? Aujourd'hui, c'est le sujet chaud au cœur de l'actualité parmi les penseurs ou les professionnels de l'économie collaborative, c'est la redistribution de la valeur et la confiance. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, le lien est assez proche avec le crowdfunding, mais aujourd'hui, c'est plus... les plateformes d'économie collaborative ou les initiatives ne sont plus anecdotiques, elles se sont imposées, certaines pèsent plusieurs milliards et donc posent des questions fortes de redistribution d'une valeur créée par le collectif, mais captée finalement par le nouvel intermédiaire qui est devenu la plateforme. Donc aujourd'hui, on se demande comment redistribuer le pouvoir, le pouvoir, voilà, la gouvernance. Voilà, comment moi aujourd'hui, qui suis finalement consommateur-producteur, quand je finance, quand je loue mon appartement sur Airbnb, que je loue une place dans ma voiture, que je finance un projet, comment ma participation, qui donne aussi de la valeur à ces plateformes-là, peut être prise en compte. On reviendra avec Stéphanie sur cette question, parce que qui gouverne demain dans ce monde-là, je pense que pour vous, ça peut être une question tout à fait intéressante. Je vous en prie, Asma, finissez. Non, mais c'était juste pour dire ça. Et donc le deuxième sujet un peu chaud, prospectif, c'est le blockchain, qui est la technologie des crypto-monnaies, du Bitcoin, et qui aujourd'hui... Voilà. Son propre cours.
Exactement. Eh oui. Et donc aujourd'hui, le blockchain est envisagé, cette technologie-là est envisagée pour décentraliser cette répartition de valeur et les formes d'organisation au sein des différentes entreprises ou associations qui ont accès. Mais c'est plus prospectif et voilà. Non, c'est le même débat. C'est le même débat projeté effectivement sur l'exacerbation, on va dire le prolongement des tendances en cours. On verra jusqu'à quel point elles vont. J'aimerais repasser la parole à Hervé quelques minutes. Hervé, vous vous souvenez que juste avant le crowdfunding, il y avait ce qu'on appelait la love money. La love money qui veut dire son nom, c'est-à-dire la monnaie des gens qu'on aime ou des gens qui vous aiment. Est-ce que vous êtes toujours quelque part un peu dans la love money? Alors, la love money, ça consiste à accompagner des projets de gens qui sont des familiers ou des gens qu'on vous présente et dont vous aimez le projet. Voilà, donc les Marseillais connaissent. Ils sont à l'aise avec cette dimension-là. C'est la base du métier d'investisseur. Ce qu'on appelle love money, c'est parce qu'en fait, on parle de premiers investisseurs qui viennent accompagner un projet. Et quand on parle de l'investissement fait par des fonds professionnels, vous en avez très peu qui ont la capacité à mettre des petites sommes d'argent, puisqu'on parle de quelques dizaines de milliers d'euros en général, ou quelques centaines. Et quand les investisseurs professionnels qui sont comme un peu dans la situation des banquiers par rapport au développement de la finance collaborative, on se trouve avec des organisations qui sont plus lourdes et qui ont donc besoin de faire des tickets plus importants. Donc on commence par la love money. Les plateformes comme WeSeed accompagnent de la love money, ils arrivent soit juste en même temps, soit juste après. Et puis les fonds d'investissement que j'ai représentés pendant longtemps viennent dans l'étape suivante. Ça, toujours, tous les projets pratiquement commencent par de la love money. Alors ça, c'est très important, cette amorce. Stéphanie, comment vous pensez, vous, qu'on peut concilier justement ce niveau un peu affectif? J'aime bien ce qu'il vient d'être dit, parce qu'il y a un moment où on adhère parce qu'on aime bien. Et après, une organisation grandit, grossit, elle collecte des fonds, elle doit gérer des investissements, elle doit rester transparente. Comment on gouverne une structure qui va croître justement par le crowdfunding et qui va devoir rendre compte à tout un tas de gens disséminés, lointains, pas si proches, mais qui regardent quand même leur intérêt? Comment on fait pour communiquer à tous ces niveaux-là en même temps? C'est une affaire complexe. Alors, c'est une affaire complexe, mais il faut quand même avoir en tête que le crowdfunding est rendu aussi possible par l'évolution technologique. On est dans un métier dématérialisé. Et c'est bien l'évolution technologique qui permet de dépasser justement ce cercle proche du love money pour aller toucher des investisseurs qui ne sont pas de son cercle proche. Cette différence est essentielle. Quand un projet vient sur une plateforme, il va toucher des investisseurs d'un quatrième cercle d'abord. Et donc il faut donner envie à des investisseurs lointains, je parle en proximité, d'investir dans son projet. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre en avant des arguments qui sont des arguments financiers aussi, des arguments de réponse à des enjeux de société, à des technos, à des marchés. Donc il faut vraiment avoir cette approche d'investisseur. J'aime pas trop et j'essaie de me battre un peu sur cette idée de le crowdfunding, c'est de l'investissement coup de cœur, c'est de l'affectif. Ça peut, mais ça n'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est une proximité de valeur, c'est donner du sens à son épargne, c'est aussi attendre un retour sur investissement, c'est aussi accepter le risque inhérent à cette activité-là, qui n'est pas lié au crowdfunding, mais qui est lié au financement de l'amorçage. On est sur des jeunes entreprises, donc dont la vie n'est pas garantie. Et donc c'est cet aspect-là aussi qui est important et que les plateformes ont pour rôle d'organiser, de mettre en avant. Il faut que nous alertions les investisseurs sur le fait que un investissement peut être risqué, il peut être très enthousiasmant et très exaltant, mais il est risqué. J'aimerais aussi revenir sur cette question de la gouvernance que vous avez évoquée à l'instant. Dans l'investissement en capital, la gouvernance, elle est intrinsèque à cette activité, puisque quand on investit dans une entreprise, on devient actionnaire, donc on participe à la gouvernance. Chez WeSeed, on a fait le choix, depuis la création, de regrouper tous les investisseurs au sein d'une société qui investit dans chaque projet, donc ce qu'on appelle une holding dédiée, c'est-à-dire qu'on peut regrouper jusqu'à 400, 500, 600 actionnaires qui vont investir dans un projet
mais le porteur de projet n'aura qu'un seul actionnaire qui est le représentant de la holding. Donc ça veut dire qu'on organise cette gouvernance, on fait prendre au sein de la holding des décisions qui concernent cette entreprise cible, ça nous permet aussi une chose extrêmement importante chez WeSeed, ça nous permet de démocratiser l'investissement des particuliers parce qu'on peut permettre à des gens d'investir à partir de 100 euros. 100 euros, c'est quand même, j'allais dire, mais c'est un peu prétentieux, mais c'est à la portée de toutes les bourses, mais ça veut dire qu'on peut devenir actionnaire à partir de 100 euros, on peut participer à une aventure entrepreneuriale, et au-delà de l'argent qu'on a mis, on peut aussi aider l'entreprise à se développer. On est des ambassadeurs du produit ou du service qui est proposé par la boîte. Donc cette implication, et donc du coup cette gouvernance, elle dépasse l'implication financière. Juste pour terminer, parce que le temps passe, si on va terminer cette émission par deux questions à Jean-Marc et à Asma. Dans le cadre d'une communauté d'actionnaires issus du crowdfunding, les modes de convocation, d'assemblée générale, d'information financière sont exactement les mêmes. Les règles sont exactement les mêmes, puisque de toute façon on est soumis à la loi. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que dans le cadre de cette nouvelle réglementation, enfin nouvelle, qui date d'il y a 1 an en France, on a 2 statuts spécifiques qui ont été créés, dont un qui s'appelle conseiller en investissement participatif, qui donne un certain nombre de responsabilités aux plateformes. Et nous avons la responsabilité d'appliquer la loi et donc les règles de convocation aux assemblées générales. Mais tout ça est dématérialisé, ça se passe très bien. Donc, et c'est là où l'interaction aussi avec les plateformes, les prestataires comme MangoPay ou d'autres est aussi important. On est vraiment dans une logique de dématérialisation. C'est ça que les investisseurs peut-être traditionnels ont du mal à percevoir. Et ils nous disent, mais comment vous pouvez gérer 450 convocations aux assemblées générales, 450 signatures de pacte d'actionnaires? Tout ça se passe très bien parce que c'est très dématérialisé. Donc on invente aussi des paradigmes économiques côté plateforme qui sont radicalement différentes. Les commissions qu'on applique et qu'on facture aux entreprises, aux investisseurs n'ont rien à voir en termes de taux par rapport à ce que peuvent appliquer d'autres acteurs. Et donc du coup, on est sur une nouvelle forme de financement, y compris dans son modèle économique. Merci beaucoup, éclairage très important. Alors, Jean-Marc, donc vous qui justement êtes un service dédié aux plateformes à UX aujourd'hui, quelle tendance vous voyez dans l'évolution du paysage juridique, financier? C'est quoi les exigences, on va dire? Allez, donnons à nos téléspectateurs 2 ou 3 ans d'avance. Faites plaisir aux téléspectateurs. Une prospection, qu'est-ce qui va se passer? Une prospection sur la législation, ça va être assez difficile. Ce que l'on voit en tout cas, c'est alors de notre point de vue et de notre positionnement européen pour le coup, on voit en effet que les pays comme le Royaume-Uni ou la France, comme je disais tout à l'heure, ont été et sont vraiment très avancés sur cette partie-là, notamment sur le prêt, sur l'investissement également. On commence à voir les autres pays d'Europe aussi arriver. On a des demandes de plateformes sur d'autres pays européens, notamment sud-européens, mais aussi Europe de l'Est, qui commencent à arriver sur le crowdfunding et qui veulent se développer. Au niveau de la législation en tant que telle, je m'abstiendrai de faire toute prospection, je voudrais pas, on ne sait jamais, je ne suis pas prophète, mais en tout cas on voit vraiment que c'est un secteur qui bouge beaucoup, et puis de notre côté on voit aussi d'autres secteurs, pas que le crowdfunding, mais aussi tout ce qui est économie collaborative, place de marché, où là on a vraiment de plus en plus de demandes, peut-être même plus que sur la partie crowdfunding, et là-dessus on voit vraiment aussi des relais de croissance. Ok, merci Jean-Marc. Asma, est-ce que le collaboratif va tout manger, tout absorber? Est-ce que Rifkin a raison? L'économie à coût zéro arrive? Oui ou non? C'est pas évident. Alors moi je n'aime pas parler d'économie collaborative qui remplace ou qui absorbe l'économie. Non, c'est une économie complémentaire qui est en train de s'installer parce qu'il y a des changements de pratiques des individus liées à l'émergence du numérique. Les bases du collaboratif, les fondements, les valeurs clés existent depuis longtemps dans l'humanité. C'est juste qu'elles sont démultipliées par les réseaux sociaux et par la possibilité d'avoir des plateformes qui sont des tiers de confiance. Mais je dirais que ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui, c'est une imbrication croissante entre les différents acteurs traditionnels, les pouvoirs publics et les startups et les initiatives du collaboratif. Et on voit des entreprises traditionnelles qui investissent dans des plateformes collaboratives ou qui eux-mêmes développent des espaces de coworking ou des plateformes comme Decathlon de prêt, de seconde main, d'objets, etc. Donc il y a des inspirations et puis qui aussi font des partenariats
avec des initiatives du secteur de l'économie collaborative. Donc c'est un nouveau modèle qui s'imbrique, qui commence à se développer. Oui. Hein. De nouvelles façons de travailler aussi. Comment observer tout ça. Le mot de la fin, Hervé, vous en premier, un mot pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur diriez? On vient pas, on avance. Allez, un petit slogan, un petit quelque chose de fort. Et pour les autres, c'est pareil. On y va parce qu'on aime, comme on aime Marseille. Stéphanie, à vous. Eh bien, je dirais que l'avenir appartient à ceux qui l'inventent et le prennent en main. Je crois qu'on est à l'aube de changements très importants. Donc, emparons-nous de ça, devenons des épargnes acteurs, après avoir été des consommateurs acteurs. Mais il faut aussi voir comment on va coexister avec une société, une économie un peu plus traditionnelle, qui repose sur des modèles anciens, qui ne sont plus tout à fait compatibles avec ces nouveaux modèles, et qui posent beaucoup de questions de société. Donc, emparons-nous de notre avenir, on a de quoi le construire. Alors moi, mon mot de la fin, je dirais que ce serait le mot confiance. Il faut donner confiance aux utilisateurs, il faut avoir confiance en les plateformes, en l'occurrence, en la législation aussi. Donc je pense que c'est une idée et un mot-clé qui est très important, parce que sans confiance, justement, c'est et le crowdfunding et l'économie collaborative et d'autres éventuellement secteurs qui demain seront disruptés, seront difficiles à engager. Le mot de la fin pour moi, ce serait coopération et co-création qui sont aujourd'hui, qui s'imposent de plus en plus comme nouvelle façon de travailler et de collaborer entre les différents individus et organisations. Merci. Merci Asma, merci Jean-Marc, merci Stéphanie, merci Hervé. Merci aux spectateurs de Provence Plus TV et puis bonne suite à cette semaine de l'économie en Méditerranée ici qui n'est pas terminée, cette journée du crowdfunding qui continue. Merci à tous pour le travail que vous faites et puis pour l'état d'esprit que vous innovez et puis les valeurs que vous portez. Merci bien. Merci.